Clément Simon de Souza, je suis psychiatre au CHU, donc comme disait Elodie, à la fois en service de génétique et puis j'interviens aussi au centre Ressources Autisme. Et j'ai la chance d'être accompagné ce soir effectivement par Fleur Stavinsky, qui se représentera un petit peu tout à l'heure, mais qui est éducatrice spécialisée de formation et qui travaille avec moi côté centre Ressources Autisme. Et voilà, j'ai mobilisé son expertise aussi pour accompagner les échanges sur voilà, les aménagements, les prises en charge finalement par rapport aux troubles du comportement. Donc l'objectif, j'ai fait un topo évidemment. Je ne peux pas être exhaustif sur le temps qui est dédié, c'est impossible, hein, il faudrait évidemment nettement plus de temps que ça. Donc j'essaye d'avoir une approche un peu transversale, synthétique et généraliste en même temps. Il y a le temps d'échange évidemment qui sera proposé derrière. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on en rediscute derrière, s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez ou vous voulez rebondir par rapport aux situations de votre quotidien, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que personne concernée, que ce soit en tant que professionnel, eh bien l'objectif c'est évidemment qu'on puisse aussi en échanger. Donc, ce que j'ai souhaité vous proposer ce soir, c'est évidemment de parler des troubles du comportement dans le cadre des maladies rares, mais pas que, c'est-à-dire d'avoir une lecture qui soit assez globale et pas trop spécifique justement et paradoxalement en lien avec la maladie rare. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux en détail. Est-ce que la transition se fait? Oui, c'est bon. Comment je pense à aborder les choses? Alors, sur un premier temps, évidemment, un petit temps de définition très généraliste et du coup de généralité aussi associée. La question de l'étiologie sur laquelle je reviendrai, la question de l'évaluation face aux problématiques comportementales et derrière, évidemment, la question de l'accompagnement et de la prise en charge. Il y a des points sur lesquels je rentrerai un peu plus dans le détail, des points sur lesquels j'irai plus vite, mais voilà, encore une fois, il y aura les temps d'échange à la fin si vous souhaitez qu'on reprécise certaines choses. Alors, quand on parle de troubles du comportement, finalement, c'est un terme très vague, très générique. De quoi on va parler? Je pense que quand on y est confronté, on voit un petit peu de quoi on veut parler. Néanmoins, un petit point de précision déjà, quand on parle de problématiques comportementales, on parle principalement de comportements, ce qu'on va appeler externalisés, c'est-à-dire l'agressivité, l'agitation, la colère, voilà, les automutilations, ce genre de choses. Néanmoins, évidemment, dans le champ du comportement, on a aussi ce qu'on appelle des comportements internalisés, qui vont être plus facilement tout ce qui va être anxiété, repli sur soi, tristesse, etc., etc. Et il y a quand même une notion, évidemment, d'association entre les deux, c'est-à-dire que quand on a, et ça je vais y revenir, quand on a des comportements externalisés qui sont francs, qui sont du coup au premier plan, très souvent, en fait, derrière, il y a aussi des comportements internalisés qui sont peut-être moins bien perçus, s'il y a un défaut de communication, s'il y a un défaut de verbalisation ou d'élaboration. Et puis vice-versa, quand on a des comportements qui paraissent internalisés au premier abord, souvent on peut avoir en association des comportements externalisés. On peut prendre l'exemple des automutilations par exemple. Et puis quand on parle de troubles du comportement, il faut évidemment avoir en tête l'idée que c'est pas stable, c'est pas quelque chose de stable dans le temps. Je vous ai dessiné un magnifique graphique d'un schéma d'évolution de troubles du comportement. Ce graphique tout simplement pour dire que oui, comme le développement d'ailleurs d'un enfant de façon générale, on n'est pas sur quelque chose de linéaire. Alors là, évidemment, il y a j'ai dessiné, moi j'ai représenté des formes de régression. C'est une régression en termes de troubles du comportement, c'est-à-dire que finalement le comportement s'est amélioré ou s'est stabilisé, ou en tout cas il s'est modifié. Hein. On peut passer d'une forme de problématique comportementale à une autre. Et ça, c'est quand même une notion très très importante parce que c'est l'un des points de questionnement qu'on peut avoir au cours de l'évaluation d'un trouble du comportement. Et déjà, toute l'importance aussi à ce moment-là d'une approche globale et d'une approche avec la famille aussi pour questionner cette évolution. Donc ça, voilà, des points de généralité et de définition vraiment très très larges pour cadrer un petit peu le propos. Un autre point de généralité, et que pour certains, je pense que vous avez déjà vu, c'est la métaphore de l'iceberg. Alors pourquoi cette métaphore et qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce contexte-là? Cette métaphore, elle signifie qu'on a la partie immergée de l'iceberg, qui est le trouble du comportement, et en particulier externalisé. Hein, donc on a dit agressivité, colère, agitation, etc. Sauf que cette problématique comportementale, il faut se poser la question, c'est-à-dire d'où elle vient cette problématique comportementale? Quelle est la partie immergée de l'iceberg? Alors, il y a la question de l'approche spécifique étiologique qui est particulièrement vraie dans les maladies rares, c'est-à-dire
Est-ce que la maladie de l'enfant, de la personne concernée, va expliquer sa problématique comportementale? On peut prendre un exemple très typique du syndrome de Prader-Willi avec les conduites d'hyperphagie, avec les problématiques alimentaires en tout cas associées. Voilà, quelque chose de très très classique qui effectivement est bien décrit dans la littérature et qu'on retrouve chez très très grande majorité des patients évidemment. Néanmoins, c'est pas l'approche finalement qui va nous intéresser le plus. Elle est pertinente cette approche, évidemment, elle est très pertinente, mais il faut avoir en tête aussi que, à part quelques troubles bien spécifiques comme celui que je viens de vous décrire, très souvent au niveau génétique, et dans le cadre des maladies rares, on a des phénotypes comportementaux qui sont très larges. C'est-à-dire que on sait que dans certains troubles génétiques, une certaine maladie rare identifiée, on va avoir des troubles du comportement. Voilà, terme très très générique, facilement utilisé, qui pour autant ne veut pas dire grand-chose. Et c'est là aussi où on va vouloir se poser des questions. Et donc, face à ces questions, on va proposer une approche qui sera beaucoup plus transversale ou fonctionnelle, si on veut. C'est-à-dire qu'on va chercher à mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il rencontre comme difficulté et du coup, comment derrière on va pouvoir l'accompagner. Et donc, je mets vraiment un point d'alerte. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question face à un trouble du comportement, pourquoi il y a ce trouble du comportement? Et pas s'arrêter trop vite vers c'est l'évolution logique de sa maladie. Ça va arriver, que ce soit une évolution logique, si c'est des troubles du comportement alimentaire, donc un syndrome génétique bien spécifique. Néanmoins, il faut quand même toujours questionner l'apparition de ce trouble, l'évolution de ce trouble et du coup l'analyse, on va dire, fonctionnelle de ce trouble. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement avoir en tête, premier abord, quand on est devant une problématique comportementale? Il y a trois grandes dimensions que je veux vraiment, qu'il faut avoir finalement en tête au premier abord. On verra après, on détaillera sur d'autres dimensions. Ces trois grandes dimensions, c'est la dimension de l'efficience intellectuelle. Est-ce qu'il y a une déficience ou pas? Est-ce que s'il y a une déficience, quel est le degré de sévérité finalement de cette déficience? Je reviendrai dessus. Le niveau de communication, quels sont ces moyens de communication en termes d'expression, mais aussi de compréhension? Encore une fois, je vais redétailler un petit peu. Et puis, finalement, quelles sont du coup les altérations spécifiques qu'on peut retrouver dans le cadre de cette maladie rare? Est-ce que c'est décrit des problématiques d'épilepsie? Est-ce que c'est décrit des problématiques de troubles du comportement alimentaire? Est-ce que c'est décrit, etc., etc. Donc voilà, d'avoir déjà, on va dire, cette vision de ces trois dimensions quand on va questionner une problématique comportementale. C'est le premier point, ça c'est vraiment important. Alors pourquoi finalement on va questionner déjà l'efficience intellectuelle? Pourquoi il faut avoir cette idée d'efficience intellectuelle derrière? D'une part parce que l'efficience intellectuelle, ça va évidemment amener à la question des capacités de raisonnement, de logique, et du coup quand on est face à une problématique comportementale, on ne va pas proposer les mêmes choses, on ne va pas questionner les mêmes choses, on ne va pas les questionner de la même façon, selon si la personne a des capacités élaborées ou pas de raisonnement, de logique, de réflexion, d'introspection, etc., etc. Et ça, évidemment, ça va être en lien avec l'efficience intellectuelle. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est quand même important et que je rappelle régulièrement à des familles quand je les en consultation, c'est le côté immaturité. C'est-à-dire que quand on est face à une problématique de déficience intellectuelle, on a un niveau de fonctionnement intellectuel qui est en décalage par rapport à la norme et donc par rapport aux enfants du même âge. Mais du coup, il y a aussi un niveau de fonctionnement en termes de personnalité, d'affect, voilà, finalement de liens sociaux, de liens à l'autre et d'enjeux psycho-affectifs qui ne sont pas les mêmes. Donc, il faut pas, on ne va pas demander la même chose non plus à un adolescent de 12-13 ans qui a une déficience intellectuelle qu'à un adolescent qui n'aurait pas de déficience, dans le cas de l'immaturité aussi. Et donc ça, c'est un point important. Et c'est valable aussi chez les enfants plus petits. À 4-5 ans, s'il y a une déficience, il y a un retard global de développement, on n'attendra pas non plus les mêmes compétences au niveau de la maturité et des anxiétés, du coup des dimensions anxieuses, de séparation, etc., etc. Et enfin, le dernier point au niveau de l'efficience intellectuelle, c'est la notion de comportement adaptatif, c'est-à-dire que de façon générale, l'efficience est corrélée, ou l'autonomie, on peut le prendre dans les deux sens, est corrélée à l'efficience intellectuelle. C'est-à-dire que évidemment, encore une fois, en termes d'autonomie, en termes de capacité à prendre soin de soi, en termes de capacité à faire des tâches ménagères, en termes de capacité à rentrer en communication et en socialisation, on n'attendra pas la même chose au même âge vis-à-vis qu'on ait une déficience ou pas. Et donc, c'est important parce que du coup, on peut avoir des troubles du comportement qui sont en fait des manifestations d'un décalage par rapport à ce qui est attendu, par rapport à ce qui est demandé
vis-à-vis des compétences réelles de la personne. Donc ça, c'est vraiment une des premières grosses dimensions à avoir en tête. Deuxième grande dimension, et c'est l'une des plus importantes aussi, et ça, on va la retrouver dans tous les accompagnements aussi, vous le verrez, la dimension de la communication. Alors, c'est exprès que j'ai rajouté le petit dessin du bonhomme parce que la communication, je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais on est sur des enjeux du langage, du verbal, mais aussi finalement de la communication plutôt corporelle ou non verbale. Et premier point, on parle d'expression et de compréhension. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente et que je peux faire aussi de temps en temps, c'est-à-dire que le niveau d'expression, c'est-à-dire la capacité que la personne a à s'exprimer au niveau verbal, au niveau langagé, n'est pas forcément similaire à sa capacité à comprendre les choses. C'est des exemples qu'on voit bien, je reviendrai dessus, quand il y a des troubles pragmatiques, par exemple, où finalement le niveau d'expression est bon, et puis par contre, vu qu'il n'y a pas d'accès à l'implicite, au sous-entendu, à l'humour, etc., eh bien, il va moins bien comprendre ce qui n'est pas concret. Et du coup, finalement, on aura une compréhension qui sera en décalage par rapport à l'expression. Et donc, du coup, on peut faire l'erreur, encore une fois, vis-à-vis des attentes, des attendus, on peut faire l'erreur de penser que l'enfant a bien compris ce qu'on lui demandait, alors qu'en fait, il ne l'a pas compris. Et du coup, ça va générer des problématiques comportementales qui s'expliquent à ce moment-là par un défaut de compréhension. Et donc, voilà, langage d'ombre pragmatique, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand on pense au langage, on a trop facilement tendance à s'arrêter à tout ce qui va être lexique, syntaxe, vocabulaire, voilà, construction des phrases, etc. Et on a tendance à oublier que le langage, c'est pas que ça. C'est aussi ce qu'on appelle le versant pragmatique, c'est-à-dire comment on comprend le contexte du langage, l'implicite, le sous-entendu. Et ça, ça peut entraîner à des problématiques de naïveté sociale en particulier, de mise en danger, ou en tout cas voilà, de problématiques comportementales en lien avec un défaut de compréhension, malgré que le niveau de langage paraisse bon au premier abord. Et puis, je reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure, la communication non verbale, qui peut être altérée, c'est-à-dire qu'on va moins bien comprendre spontanément les gestes, qu'on va moins bien s'exprimer aussi par geste, on ne va pas pointer, on ne va pas montrer, on ne va pas demander en pointant du doigt. Et donc ça aussi, ça peut entraîner des difficultés de l'ordre comportemental, mais c'est aussi important, quand on va questionner l'accompagnement, de le prendre en compte, de le prendre en considération pour proposer des accompagnements qui soient adaptés. Et ça, on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Par rapport à la communication, c'est vrai que maintenant, on peut avoir des outils d'évaluation de ce niveau de communication, au-delà du caractère orthophonique de la problématique, de vraiment voir à quoi l'enfant, la personne adulte, a accès en termes de compréhension de prérequis à la communication. Donc ça, c'était le deuxième grand point. Et le dernier grand point que je voulais citer, c'était donc les altérations spécifiques. Bon, on a cité le trouble du comportement alimentaire, on peut citer le trouble de la cognition sociale. Je reviendrai un petit peu sur ce que c'est la cognition sociale. C'est un trouble, ça c'est qui est bien identifié par exemple dans les syndromes de Dijorge, avec pareil des problématiques comportementales parfois très sévères associées et des évolutions problématiques sur le plan psychologique ou psychiatrique derrière, problématiques endocrinienne ou thyroïdienne, voilà, tous ces enjeux-là qu'on peut retrouver aussi dans le cadre de maladies rares et qui vont impacter le comportement. La problématique de l'épilepsie qui est extrêmement fréquente dans les troubles du neurodéveloppement, qu'on voit aussi du coup fréquemment, assez souvent dans le cadre de maladies rares avec problématiques comportementales, et donc qui est évidemment quelque chose à avoir en tête, à rechercher, puisque ça va pouvoir se traiter, et si on passe à côté, c'est évidemment très problématique. Je mets 3 petits points parce que vous savez, dans les maladies rares, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être décrites. Et du coup, c'est important d'avoir en tête, voilà, on a maintenant des ressources entre Orphanet, les PNDS, etc. Il y a beaucoup de ressources pour les professionnels et même pour les familles qui permettent d'avoir une idée justement de ce qui est décrit dans la littérature, de ce qui a été identifié. Et du coup, ça peut nous aider à mieux comprendre aussi finalement la problématique auquel on est confronté. Donc ça, il faut quand même toujours le questionner. Voilà pour les 3 grandes dimensions que je veux avoir en tête finalement d'emblée. Une fois qu'on a eu ces grandes dimensions en tête, quand on est évidemment confronté à une problématique comportementale, on va toujours se poser la question de la cause, de l'étiologie. En termes médicaux, pour ceux qui ne sont pas sensibles, finalement, c'est un petit peu la cause. Alors, je mets un point d'interrogation, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que finalement, la cause, la causalité, elle est quand même très difficile souvent à définir, à identifier, de manière certaine en tout cas. Et donc, c'est beaucoup plus quelque chose qui va être très transversal, encore une fois. D'où l'intérêt que je vous fasse aussi cette communication pour vous y sensibiliser. Alors, quel type
L'étiologie, en tout cas, on va pouvoir retrouver. On va avoir les étiologies centrées sur les particularités de fonctionnement, que je vais détailler, c'est-à-dire finalement les particularités de fonctionnement propres à la personne, quelles sont certaines de ces difficultés qui vont pouvoir expliquer les problématiques comportementales. On a les problématiques environnementales, et quand je dis environnemental, c'est au sens large du terme, je reviendrai dessus aussi, c'est-à-dire l'environnement scolaire, l'environnement familial, l'environnement professionnel, etc. Et puis, la problématique des troubles associés, particulièrement vrai dans les maladies rares, mais qui est vrai tout le temps. Et vous allez le voir, c'est l'une des premières choses à éliminer quand on fait une évaluation d'une problématique comportementale, c'est-à-dire qu'on s'assure en première intention que ce ne soit pas secondaire à une douleur, à une problématique physique, somatique, quelle qu'elle soit. Classiquement, c'est les douleurs ORL, les douleurs dentaires, ce genre de choses qu'on va rechercher en première intention. Mais voilà, d'avoir cette notion de troubles associés particulièrement importante. Alors, je vais commencer du coup par les particularités de fonctionnement. J'en retiens encore une fois, je ne peux pas forcément être exhaustif. J'essaie de reprendre les principales pour vous faire un petit tour d'horizon. Donc, quelles sont les principales particularités de fonctionnement qui vont nous concerner aujourd'hui par rapport aux troubles du comportement, en cas de maladie rare aussi? Alors, première particularité, je vais y revenir, ça va être la communication, à laquelle on va associer aussi facilement ce qu'on appelle la cognition sociale. Pareil, je vais redétailler. Les fonctions exécutives, la sensorialité et les émotions. Je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça avec vous. C'est juste pour déjà que vous ayez un aperçu de ce qu'on peut reprendre. Alors, la communication. La communication, c'est déjà ce que je vous ai présenté en première intention. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment un point extrêmement important, un point central dans l'accompagnement aussi derrière d'un trouble du comportement. C'est comment il communique, comment est-ce qu'il comprend, comment est-ce qu'il verbalise. Et ça, c'est donc versant expressif et ou réceptif, c'est-à-dire que les deux peuvent être atteints, un seul de ces versants peut être atteint. Il ne faut pas forcément s'arrêter à ça. Et donc au niveau verbal, ce que je vous disais, il peut y avoir à la fois l'atteinte au niveau phono, syntaxe, sémantique, etc. Donc finalement la construction du discours, la verbalisation au sens propre du terme. Si l'enfant n'est pas du tout en mesure de construire une phrase ou même d'avoir du vocabulaire, qu'il est non verbal, ben, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de communiquer. Mais aussi le versant pragmatique qui, lui, va amener à des défauts de compréhension d'une part, quand il y a des implicites, quand il y a des sous-entendus, mais aussi au niveau expressif, et ben, ça peut amener à des remarques inadaptées, à des propos voilà, qui finalement ne sont pas adaptés au contexte de la conversation, qui peuvent paraître décalés, déplacés, mal polis, etc., etc. Donc finalement, peut-être qu'ils peuvent le mettre en difficulté à l'école, par exemple, hein, avec une enseignante qui dit bah, il n'est pas adapté en classe, il parle spontanément, il me parle comme un copain, etc. Sur le type du comportement. Ah, si quelqu'un qui a son micro allumé, si ça ne vous dérange pas de le couper, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un point important parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que finalement, ça ne se voit pas toujours. On n'y pense pas toujours, on n'y pense pas souvent. C'est normalement l'orthophoniste qui l'évalue, mais tous les orthophonistes ne savent pas forcément l'évaluer. Donc voilà, c'est pour vous y sensibiliser. C'est des choses qui maintenant sont de mieux en mieux décrites. Le caractère pragmatique du langage et non pas juste le caractère phonosyntaxique ou sémantique. Et puis sur le plan du non-verbal, là on va être beaucoup plus sur la dimension de la gestuelle, des expressions faciales. Et donc là pareil, compréhension et expression, mais réceptif et expressif. Donc on a des personnes qui vont faire très peu de gestes conventionnels, par exemple dire coucou, au revoir, bravo, ou qui vont peu accompagner leur discours de gestes aussi, donc des gestes à visée de communication. Et à l'inverse, qui ne vont pas forcément être à l'aise pour comprendre, pour percevoir pourquoi on fait autant ces gestes. Donc ça, c'est bien écrit évidemment dans les problématiques autistiques, mais ce n'est pas spécifique de l'autisme, hein, ça peut se retrouver dans plein de troubles. Et donc les expressions faciales, pareil, c'est assez facile au niveau médical, par exemple si quelqu'un, on s'attend qu'il soit douloureux, on va s'attendre à ce qu'il l'exprime au niveau de son visage. On s'attend à pouvoir avoir une lecture de cette douleur sur son visage. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Okay, ce n'est pas forcément le cas quand il y a des troubles à ce niveau-là. Et du coup, on peut avoir plutôt un faciès souvent amimique qui peut pour autant cacher, masquer quelque chose de l'ordre de la douleur ou d'une problématique physique, quelle qu'elle soit. Donc, cette notion de communication, en termes de particularité de fonctionnement, qui est extrêmement importante, hein, qui est vraiment parmi on va dire les particularités au premier plan dans l'accompagnement, l'adaptation de l'environnement, etc. Donc, vraiment important.
Et puis souvent en plus, associé à ces particularités de communication, on retrouve les troubles de la cognition sociale. Alors ça, c'est très bien décrit dans le centre de Dijorge, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la communication, pardon, la cognition sociale, je vais y arriver. Ça englobe plusieurs dimensions. En gros, c'est la compréhension des enjeux sociaux. Pour faire simple, pour faire un peu plus dans le détail, ça prend plusieurs dimensions en compte. Première dimension, la théorie de l'esprit. Alors la théorie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'on a à attribuer aux autres des états mentaux différents du sien. Bon, ça c'est une définition un peu schématique, mais dans l'idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de penser que l'autre pense différemment de soi. Ça peut paraître tout bête comme ça, c'est des choses qui sont acquises au cours du développement. Premier ordre, pour 5 ans, deuxième ordre un peu plus tardivement. Mais on n'y pense pas toujours non plus. Et pourtant, quelqu'un qui n'a pas cette capacité ou qui accède plus difficilement à cette capacité, eh bien, ça peut se manifester par des comportements d'opposition, par exemple, parce qu'il ne comprend pas finalement qu'on puisse attendre autre chose de lui. Ça peut se manifester par des difficultés de communication, ou en tout cas d'interaction. Voilà. Donc, des manifestations, encore une fois, comportementales, qui seront expliquées par ce manque d'accès à ce que l'autre peut penser. Bon, je vous ai mis un schéma de théorie de l'esprit de premier ordre et de deuxième ordre. En gros, l'idée, c'est que on a plusieurs ordres en fonction du niveau de difficulté, si on veut, premier ordre, deuxième ordre, et puis les faux pas. Et en gros, premier ordre, c'est juste d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et deuxième ordre, c'est d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui lui-même se met à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a deux niveaux, c'est ce qui est représenté sur le schéma. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est vraiment de savoir, d'avoir en tête que on peut avoir des difficultés à ce niveau-là et du coup ne pas se représenter ce que l'autre peut penser. Vous imaginez que ça peut amener derrière aussi à des problématiques de naïveté, de mise en danger potentiellement en lien avec ça, mais aussi des comportements d'opposition, voire d'agressivité. La reconnaissance des émotions, c'est quelque chose. Non, pardon, ça c'est exploration du visage. C'est un petit peu mélangé, mais peu importe, ça va ensemble. En gros, quelle est l'idée de cette dimension-là? C'est que, pareil, on a des enfants, des adolescents ou des adultes qui peuvent avoir des grosses difficultés à reconnaître les émotions sur les visages. Alors, en lien avec plusieurs choses, ce qui est pas mal exploré, c'est justement l'exploration des visages. C'est-à-dire qu'il a été identifié. Nous, on a tous classiquement une exploration centrée autour de la partie en T du visage, alors que ce qui a été identifié par exemple dans le syndrome de Dijorge et dans l'autisme, c'est une exploration plutôt au niveau de la bouche, qui forcément complique la lecture des émotions. Et puis dans la schizophrénie, par exemple, c'est une exploration plutôt désorganisée. Donc voilà, des difficultés à lire, à reconnaître les émotions sur les visages par exploration visuelle un petit peu atypique ou autre. Mais c'est des choses qui sont assez classiques. Il y a même des évaluations dans un test de dépistage sur Internet, pour ceux qui connaissent, de lecture des émotions dans les yeux. Read the mind in the eyes. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez trouver sur Internet très facilement. Et justement, pour repérer un petit peu les difficultés de lecture des émotions au niveau du visage, et au niveau des yeux en particulier. Donc ça, pareil, c'est bien décrit dans la littérature. Ça pose des problématiques comportementales souvent assez importantes. J'ai l'exemple très classique d'un enfant avec un syndrome de Dijorge qui a des grosses difficultés d'intégration sociale, qui est très persécuté d'un point de vue social, parce que en fait, vu qu'il reconnaît très très mal les émotions, qu'il a peu accès à la théorie de l'esprit, donc un gros trouble de la cognition sociale, eh bien, il va très vite s'isoler ou il va très vite être agressif vis-à-vis de ses camarades. Il n'a pas de déficience, il n'a pas de déficience, et donc il va être très vite agressif vis-à-vis de ses camarades parce que en fait, il a l'impression que les autres lui veulent du mal ou alors qu'ils vont lui vouloir du mal, ou voilà. En tout cas, il a du mal à percevoir, à reconnaître les émotions. Et derrière, ça peut entraîner des complications d'un point de vue psychologique et en termes d'évolution. Donc, c'est évidemment à accompagner, à surveiller, à travailler quand on peut. Donc ça, voilà, c'est la dimension de la cognition sociale, qui est quand même une dimension assez intéressante, de plus en plus connue aussi, en particulier avec l'apport de l'autisme, qui a beaucoup amené sur cette compréhension-là, mais encore une fois, qui n'est pas spécifique de l'autisme et qu'on retrouve fréquemment dans des maladies rares bien identifiées au niveau génétique. Vous m'arrêtez si vraiment vous n'arrivez pas à suivre, mais je répondrai aussi aux questions tout à l'heure. Ensuite, troisième grande dimension que je souhaitais évoquer avec vous en termes de particularité de fonctionnement sont les fonctions exécutives. Pareil, pourquoi je veux en parler? Parce que c'est quelque chose qui est quand même pas mal d'actualité, qu'on commence à explorer aussi pas mal. Donc je pense que c'est intéressant
d'avoir une idée de ce que ça représente et de ce que ça peut, comment pardon, ça peut impacter au niveau du quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives? Ce sont des fonctions cérébrales qui vont nous permettre, qui vont nous donner la capacité à consciemment adapter sa pensée et les actions face à une situation nouvelle. En gros, c'est à différencier des automatismes, où les automatismes, c'est quelque chose qu'on fait de manière très automatique, on a appris. Les fonctions exécutives, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter justement à tout ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas automatisé. Donc, aux nouvelles contraintes, aux nouvelles situations, aux nouveaux environnements, et du coup, à pouvoir réagir et s'adapter par rapport à ça. Le contrôle exécutif, donc ces fonctions, elles sont impliquées dans la régulation principalement. Donc la régulation comportementale, cognitive et émotionnelle. Donc ça, c'est des points importants. C'est-à-dire qu'en elle-même, ça va impliquer le comportement, mais on peut aussi avoir des problématiques comportementales qui sont en lien avec des problématiques de régulation des émotions. Et du coup, ça va aggraver les choses. Donc voilà, les fonctions exécutives ont vraiment un impact potentiellement très important sur le fonctionnement au quotidien. Et qui derrière, pour autant, peut être travaillé, alors on verra plus ou moins facilement. Alors, qu'est-ce qu'on peut décrire comme fonction exécutive? Il y a plusieurs modèles de description, on va dire, des fonctions exécutives. Je vais vous en parler d'un en particulier. Vous verrez qu'il y a plusieurs approches. J'en parlerai d'un deuxième, mais qui reprend globalement une approche un peu similaire tout à l'heure sur la prise en charge. Donc là, ce modèle, c'est le modèle, ce qu'on appelle l'unité de diversité des fonctions exécutives. C'est un peu comme l'idée du QI. Pour ceux qui connaissent, donc l'évaluation du quotient intellectuel. Quand on parle de quotient intellectuel, on évalue plusieurs sous-domaines du quotient intellectuel, du fonctionnement intellectuel. On a le raisonnement verbal, on a la visio-spatiale, etc. Donc on évalue plusieurs sous-domaines du fonctionnement intellectuel et on en tire, quand on peut, un quotient intellectuel global. C'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir ici, c'est-à-dire qu'on va avoir une globalité des fonctions exécutives et cette globalité est peut-être découpée en plusieurs petites fonctions ou plusieurs dimensions. Première grosse dimension, l'inhibition. Ça, c'est une dimension évidemment très très importante puisque quand on a un trouble de l'inhibition, ça va amener à quoi? Ça va amener à de l'impulsivité, ça va amener à des comportements donc, qui ne sont pas contrôlés. Et souvent, il y aura de la culpabilité a posteriori. Hein, ça peut peut-être parler, c'est des situations qu'on voit régulièrement en consultation, c'est-à-dire des enfants qui ont des problématiques comportementales avec impulsivité, avec potentiellement des moments d'agressivité, avec potentiellement des moments d'auto-agressivité, peu importe. Et puis, a posteriori, ils culpabilisent beaucoup. Ils disent, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est assez caractéristique d'une problématique en lien avec l'inhibition. Et cette inhibition, en plus d'être comportementale, ce manque d'inhibition en plus d'être comportemental, il est vraiment cognitif. Hein, c'est ce que je vous ai mis juste à gauche, comportemental, cognitif et émotionnel. Sur le plan cognitif, comment ça se manifeste? Eh bien, ce sont vraiment des enfants qui vont avoir potentiellement ce qu'on appelle, en psychiatrie, ça peut faire évoquer des troubles du cours de la pensée. C'est-à-dire que vu qu'ils ne vont pas du tout inhiber leur pensée, eh ben, ils vont passer du coq à l'âne. Hein, ils vont partir sur une idée et puis directement sur une autre, sans forcément qu'il y ait un lien direct entre les deux. Parce qu'en fait, ils ne vont pas du tout inhiber leur processus de pensée. Donc évidemment, ça peut poser des difficultés dans un contexte d'interaction ou de vie au quotidien. Et puis, dernier point, sur le versant, ça a été décrit aussi sur le versant plus émotionnel, c'est-à-dire qu'on a des enfants ou des adultes qui, en fait, en lien avec ce trouble de l'inhibition, vont avoir du mal à inhiber leur rumination. C'est-à-dire qu'ils vont ruminer, soit sur des ruminations anxieuses, soit des ruminations en lien avec de la dévalorisation. Je suis nul, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, etc., etc. Et donc des ruminations qui vont tourner, Et en fait, parce qu'il y a ce trouble de l'inhibition, ça va aggraver cette problématique-là. Parce que finalement, ils n'arriveront pas à inhiber leur propre rumination. Donc ça, c'est quand même une problématique assez fréquente en lien avec les maladies rares et les troubles du développement. Deuxième grande dimension des fonctions exécutives, la flexibilité mentale. La flexibilité, c'est quoi? C'est la capacité à changer de stratégie, à trouver une nouvelle stratégie face à une nouvelle contrainte. Ça va être la capacité, par exemple, si je fais un exemple très très schématique, vous faites des QCM où les 20 premières réponses, il faut cocher vrai, et puis au bout de 20 questions, on vous dit cocher la réponse fausse. Bon, si à ce moment-là, vous manquez de flexibilité, bon, vous pouvez être impulsif aussi, mais si vous manquez de flexibilité, vous n'allez pas réussir à changer de façon de faire. Bon, c'est un exemple qui est très très stéréotypé, mais c'est juste pour vous expliquer que ce manque de flexibilité, il va impacter évidemment tous les domaines. Donc là, j'ai cité l'exemple des apprentissages,
Mais en termes d'autonomie, ça va être un problématique. C'est des enfants, des adultes qui, par exemple, pour lesquels il va falloir anticiper forcément le planning, anticiper les changements, anticiper les changements d'environnement, d'emploi du temps, etc. Parce qu'ils vont avoir du mal à s'adapter. Okay, donc ça, c'est pareil, c'est très fréquent. Et puis, ça se voit aussi après, derrière, avec des comportements ritualisés, des comportements compulsifs, obligés de refaire les mêmes choses, de questionner, un questionnement répétitif, ce genre de choses. Déjà, je pense, parmi les exemples que je peux vous citer, vous voyez déjà aussi l'intrication aussi entre inhibition et flexibilité, et cette dimension du coup d'unité des fonctions exécutives, parce qu'à chaque exemple que je vous donne, vous pouvez vous dire effectivement, est-ce que c'est pas de l'impulsivité, est-ce que c'est manque de flexibilité? Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'intrication entre ces fonctions, et d'où aussi les difficultés, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, à les évaluer, c'est qu'on a beaucoup de mal à évaluer de manière très spécifique chacune de ces dimensions, parce que du coup, elles sont très intriquées. Et puis, la dernière grosse dimension que je voulais citer ici, c'est la mise à jour de l'information. Alors, pour faire simple, c'est la mémoire à court terme, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à mémoriser une information pour la traiter et puis pour la restituer. Et donc, par exemple, l'exemple typique, c'est le calcul mental. Voilà, on va faire du calcul mental. Sauf que pourquoi mise à jour de l'information? Eh bien, par exemple, si on a des problématiques attentionnelles, dans le cas de problématiques attentionnelles, en fait, il y a tout notre environnement qui va rentrer dans cette genre de boîte, si vous voulez, de mémoire. Et du coup, ça va arriver à un moment, il faut faire le vide. Et donc, ce qu'on a mis en amont dans cette boîte de mémoire, eh ben, ça va sortir avant même qu'on ait pu le restituer ou le travailler, parce qu'en fait, il y a eu plein d'autres informations qui seront venues en même temps. Donc ça, encore une fois, pareil, assez classique dans les problématiques exécutives et donc dans les problématiques développementales. J'aime bien insister aussi sur cette dimension de fonction exécutive parce qu'elle permet de rappeler une chose, c'est que on va avoir une observation du microscopique, si vous voulez, au macroscopique. En gros, on a la dimension, on va dire, génétique, neurofonctionnelle, qui est bien décrite sur ces problématiques exécutives. On va avoir la dimension d'évaluation, de test de mesure, et la dimension qui est de plus en plus importante, la dimension macro, c'est-à-dire la dimension d'observation. Et par quoi elle passe par cette observation? Elle passe par l'observation du quotidien. C'est-à-dire que par rapport à ces fonctions exécutives, on questionne quand même beaucoup le fonctionnement au quotidien parce que c'est ça qui va nous renseigner sur ces fonctions exécutives. Beaucoup mieux que certains tests qui, malheureusement, on se rend compte, sont pas forcément toujours très spécifiques. Alors évidemment, l'observation dans l'environnement, c'est pas spécifique non plus. Néanmoins, ça permet d'avoir vraiment une idée de quel est l'impact au quotidien. Et c'est ça qui nous intéresse au final. Juste d'avoir en tête aussi, dernière dimension par rapport à ces fonctions exécutives, il s'agit de fonctions quand même au niveau cortex préfrontal, donc qui sont parmi les dernières à être vraiment fonctionnelles. Donc globalement, elles sont au top niveau à 25 ans, donc de 0 à 25, elles progressent, et puis au-dessus de 25 ans, à partir de 25 ans, elles se dégradent. Voilà. Donc le pic d'efficacité au niveau exécutif, c'est 25 ans. Ce qui est intéressant par contre, c'est que du coup, après 25 ans, même si les fonctions exécutives en soi se dégradent, entre guillemets, eh bien en fait, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'en fait, on a automatisé entre-temps. C'est-à-dire qu'on a automatisé pas mal de fonctionnements qui du coup nous prennent moins de place au niveau exécutif et du coup, on peut mobiliser nos fonctions exécutives pour d'autres problématiques. Et donc, vous voyez déjà tout l'impact, tout l'intérêt que ça peut avoir de cette dimension d'automatisation, parce que c'est ce qui va nous permettre à l'avenir d'avoir de la place, entre guillemets, au niveau des fonctions exécutives pour d'autres traitements. OK? Donc voilà, ça c'est la dimension exécutive qui est quand même assez importante aujourd'hui, qu'on évalue de plus en plus et qui explique, qui amène des explications complémentaires sur pas mal de difficultés. On y reviendra au cours des échanges si vous souhaitez. Autre dimension, ça fait un peu listing, je suis désolé, mais le côté sensorialité, pareil, ça a été fortement, on va dire, promu par les avancées des connaissances en autisme, mais on se rend compte que c'est pas spécifique de l'autisme et que c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les problématiques développementales, ou dans une très grande majorité, et même chez des enfants assez typiques, on peut avoir des problématiques sensorielles. Donc, c'est important d'avoir quelques notions par rapport à ça, parce que ça s'explore aussi maintenant de plus en plus, et on peut l'aménager. Donc, comment le comprendre, cette problématique de la sensorialité? Quand je parle de problématique de sensorialité à ce niveau-là, j'exclus les déficiences sensorielles à proprement parler, c'est-à-dire surdité, cécité,
qui sont vraiment des déficiences organiques, en tout cas sensorielles. Là, je parle vraiment de particularités de traitement de l'information sensorielle. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur ces particularités de traitement? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a d'abord un seuil d'activation. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que chaque personne va percevoir une information avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins vite. Donc, soit une hypersensibilité, c'est-à-dire qu'on va recevoir beaucoup d'informations, donc on va réagir finalement à la moindre information, parce qu'on capte très vite l'information, et l'hyposensibilité, où là, à l'inverse, il faudra plus un niveau d'information plus élevé pour qu'on le perçoive. Et face à ce seuil d'activation, on va avoir une réponse comportementale associée. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse comportementale? Eh bien, en fait, on peut soit essayer de compenser ce seuil d'activation, soit être passif par rapport à ce seuil d'activation, pour faire très schématique. Donc, la passivité, c'est la réponse en accord avec le seuil, c'est-à-dire que c'est proportionnel au niveau d'information reçue. Donc, on va avoir de l'hyperréactivité quand on reçoit trop d'informations. Et à ce moment-là, l'hyperréactivité sensorielle, ça entraîne quoi? Ça entraîne des problématiques attentionnelles, de l'agitation, de l'irritabilité, parce qu'on reçoit trop d'informations. Et donc, on va avoir du mal à les traiter et on va s'agiter. Et à l'inverse, quand on ne reçoit pas assez d'informations, on va être plutôt dans l'hyperréactivité. Donc, ça va se manifester par forme d'apathie, de manque d'intérêt, de délai de réponse, ce genre de choses. Et à l'inverse, on peut essayer de compenser notre seuil d'activation. Donc, dans ce cas-là, on va être sur le versant plutôt actif. Et donc, au niveau de l'hypersensibilité, quand on reçoit trop d'informations, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à éviter ce surplus d'informations. Donc, on va être dans l'isolement, le refus, l'actualisation, parce qu'on essaye de mettre en place des stratégies pour éviter ce trop plein d'informations. Et quand on est face à des hyposensibilités, à l'inverse, on va être dans la recherche de sensations pour justement se stimuler. Okay, donc là, c'est l'exemple très classique des autostimulations comme les balancements chez des enfants autistes, par exemple. Et enfin, ce qu'il faut avoir en tête par rapport à cette dimension sensorielle, c'est qu'elle est très variable d'un moment à l'autre, d'une sensation à l'autre, c'est-à-dire que quand on évalue la dimension sensorielle, c'est sur le plan auditif, tactile, vestibulaire, réceptif, etc. Et donc, d'une dimension à l'autre, on pourrait être en hypo, en hyper, en recherche, en hyperréactivité, en évitement, etc. Et d'un moment à l'autre, notre réponse comportementale aussi peut changer. OK? Donc, c'est très important. Et là, c'est une dimension sur laquelle je ne reviendrai pas énormément, mais sur laquelle je vais insister tout de suite. C'est que quand on a une évaluation à un instant T, ce n'est pas figé dans le temps. Okay, ce n'est jamais figé dans le temps. Et donc, quand on va chercher à comprendre le fonctionnement d'un enfant, il ne faudra pas hésiter à le re-questionner. Puis même pour un adulte, ça vaut le coup quand même de le re-questionner régulièrement, de voir comment il évolue, de voir est-ce qu'il y a des choses qui se sont modifiées. Et ça, c'est valable quelle que soit la problématique. Voilà pour le côté sensoriel. Alors, j'essaie de lire en même temps le chat. Alors, chez la même personne, un mélange d'hypo et d'hypersensibilité selon les stimuli. Oui, tout à fait. Ce que je disais effectivement, qu'on peut avoir vraiment en fonction du moment, même en fonction du stimulus. On peut avoir des fois de l'hypo, de l'hyper, de la recherche, de l'évitement. C'est vraiment une lecture complémentaire qu'on peut avoir, mais c'est assez fluctuant. Bon, j'essaierai, sinon on prendra peut-être les questions à la fin pour que ce soit lisible. Et puis enfin, la dimension émotionnelle dans les particularités de fonctionnement. Pourquoi je voulais le citer? Parce que je trouve qu'elle est assez vraie aussi dans le cadre de maladies rares, surtout quand elles sont sévères. Alors pourquoi? Il y a quelques dimensions à avoir en tête quand on parle d'émotions. La première dimension, c'est la problématique de la gestion des émotions, de la régulation des émotions. Donc, on a aussi parlé avec les fonctions exécutives. Donc, vous voyez déjà la transversalité et l'interaction entre ces dimensions. Et puis, la reconnaissance des émotions. Mais là, attention, je veux plutôt parler de la reconnaissance de ces émotions propres. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants, des adolescents, des adultes qui ont beaucoup de mal à identifier leurs propres émotions. Okay, et ça, évidemment, derrière, eh bien, ça va compliquer l'élaboration autour d'une situation, autour d'une problématique affective, émotionnelle, et du coup, ça peut amener à des problématiques de comportement externalisé, plutôt internalisé. Ça, c'est important. Ensuite, la problématique de la base de sécurité affective. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, tous les enjeux d'attachement qui peuvent se faire au niveau de l'enfance, de la petite enfance en particulier,
et comment l'enfant va réussir à développer un attachement, ce qu'on appelle sécure, hein, c'est des théories qui sont bien développées au niveau périnatal, avec des unités entières qui sont un petit peu dédiées à ça, hein, des kangourous, ce genre de choses. Parce que l'idée, c'est qu'évidemment, quand il y a des problématiques en périnatal au niveau de l'attachement, ça peut entraîner derrière des enfants qui vont être plus facilement anxieux, du coup, qui vont avoir des problématiques comportementales un peu plus marquées. Et pourquoi ça peut être important de le citer ici? Parce que j'ai encore été confronté à cette situation il n'y a pas très longtemps, où on a questionné vraiment une notion plutôt hospitalisme, hein. C'était les parents qui avaient eu ce questionnement. Alors évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. L'hospitalisme, c'est vraiment la carence un peu sévère qui est liée à une hospitalisation prolongée avec séparation parentale, etc. Non, on n'en est pas à ce point-là. Mais on peut avoir des situations où il y a des problématiques physiques importantes dès la petite enfance et du coup, un attachement dans les deux sens, hein, pour les parents comme pour l'enfant, qui va se faire difficilement avec plus d'anxiété, plus de problématiques de ce côté-là. Et donc, c'est important d'en tenir compte et d'accompagner du coup la famille dans des situations comme ça, parce que c'est des choses qu'on peut voir. Et puis enfin, le caractère construction de personnalité que je trouve intéressant de citer ici, parce que on peut avoir un diagnostic de maladie rare assez précocement, hein, dans l'enfance, dans la petite enfance. Et puis, du coup, évidemment, ben, on se construit aussi avec ce diagnostic. Et des fois, ça peut être compliqué, hein. Ça peut être compliqué pour les personnes concernées et voire pour les familles aussi, pour les fratries. Il ne faut pas qu'on les oublie non plus. Il ne faut pas hésiter, du coup, aussi à ce moment-là, d'être accompagné, hein, d'un point de vue psychologique ou autre, pour permettre à l'enfant, l'adolescent, permettre à la fratrie, permettre aux parents, eh bien, de grandir, entre guillemets, de se construire avec ce diagnostic. Donc ça, c'est une dimension aussi qu'on peut des fois oublier, et pour autant, elle peut être très importante. Surtout quand il y a un bon niveau intellectuel aussi, mais pas que, hein. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ces dimensions de particularité de fonctionnement. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce qui est spécifique à la personne, qu'est-ce qui, dans le fonctionnement de base de la personne, va amener ou peut être finalement un facteur de vulnérabilité face à une problématique comportementale, hein. Et donc sur le plan, vous avez retenu communication, cognition sociale, fonction exécutive, sensorialité, émotion. C'est toutes ces dimensions-là qu'on va pouvoir questionner en termes de fonctionnement propre à la personne et de fonctionnement de susceptibilité par rapport aux troubles du comportement. Évidemment, on ne regarde jamais la personne toute seule. On va regarder aussi l'environnement. Alors l'environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement des événements de vie. Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu une séparation, une rupture sentimentale, une notion d'agression, une notion de traumatisme? Et ça, c'est, hein, on revient sur la dimension de communication. Si la communication n'est pas efficiente, ben peut-être que la personne va avoir des difficultés à le verbaliser. Ou alors, si la personne a du mal à reconnaître ses propres émotions, à identifier ses propres émotions, elle va peut-être évidemment pas forcément l'élaborer autour de ça. Donc, c'est important de le rechercher, hein, d'aller chercher est-ce qu'il n'y a pas du harcèlement scolaire, est-ce qu'il n'a pas été victime d'agression, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est joué? Un décès dans la famille? Des fois, ça peut paraître, là, je sais pas, il y a un oncle qui est décédé dans la famille, et ben en fait, il était proche de cet oncle, ça l'a fortement affecté. Et ça, c'est important d'en tenir compte parce que, par exemple, je donne l'exemple d'un enfant qui est en IME. Si l'IME n'est pas au courant de ça, ils peuvent être confrontés à des troubles du comportement sans comprendre leur origine. D'où l'intérêt aussi de beaucoup travailler avec les familles, avec les proches, puisque c'est ce genre d'informations aussi qui vont pouvoir délivrer. Donc, j'ai cité les difficultés d'intégration aussi. C'est important, hein, je viens de vous donner l'exemple du harcèlement, l'isolement social de façon générale, c'est quand même souvent mal vécu, hein. Donc, il faut en tenir compte parce que d'autant plus dans le cadre de maladies rares où il peut y avoir voilà, des hospitalisations, où il peut y avoir d'autres troubles associés, des bizarreries associées à ces troubles. Voilà, on va avoir une intégration qui peut être plus complexe, hein. Et donc, ben, parfois, il faudra peut-être, je sais pas, sensibiliser la classe à la problématique développementale de l'enfant, des choses qui sont proposées des fois, hein, et ça peut éviter cet isolement social. Alors, une dimension qui est assez importante et que je reprendrai un petit peu aussi à la fin au niveau des prises en charge, c'est la dimension d'échec scolaire et d'absence d'activité valorisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être facilement dans les problématiques d'apprentissage, hein, de troubles des apprentissages, de difficultés d'apprentissage, quelles qu'elles soient, que ce soit en lien avec les fonctions exécutives, que ce soit en lien avec un trouble développemental associé type dyslexie, dyscalculie, etc. Que ce soit en lien voilà, avec de l'anxiété de performance, peu importe. Mais en tout cas, il peut y avoir pas mal de difficultés de cet ordre-là. Évidemment, quand on est face à des difficultés d'apprentissage, ça va entraîner des problématiques comportementales potentiellement, d'autant plus que très souvent, ces difficultés d'apprentissage elles se répercutent à la maison.
avec des temps au devoir qui sont beaucoup plus longs. Et du coup, quand il y a plus de temps au devoir, ça veut dire qu'on a moins de temps pour faire les choses qu'on aime, alors que déjà, les devoirs, les apprentissages sont compliqués pour nous. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. On met de plus en plus de temps à faire les devoirs, on y arrive de moins en moins, on s'énerve de plus en plus, on aime de moins en moins l'école, du coup, on s'intègre moins, on se fait embêter, etc. C'est vraiment un cercle vicieux. Et en plus de ça, en particulier dans le cadre des maladies rares, ça arrive que du coup, on n'ait pas non plus d'activités extrascolaires qui puissent être valorisantes. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être le handicap qui va faire que, peut-être moteur, qui va faire qu'on ne va pas pouvoir aller faire du sport avec les copains, qu'on ne va pas pouvoir aller se changer les idées en allant faire du vélo à l'extérieur, ce genre de choses. Et du coup, non plus, on ne peut pas se valoriser parce qu'on y arrive bien dans quelque chose. Donc, c'est au niveau psychologique, en tout cas, c'est très péjoratif et c'est vraiment un cercle vicieux. Donc là, je reviendrai avec les prises en charge. Ça peut être important de questionner les approches type activité physique adaptée. Maintenant, on a quand même des moyens d'évaluer et d'orienter par rapport à ça. Bon, j'ai mis les problématiques de carence, de maltraitance, c'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui arrivent, faut pas non plus, comment dire, les rejeter trop vite ou alors rejeter la faute trop vite. Pourquoi? Parce que quand il y a des troubles comportementaux très sévères, ça arrive aussi qu'il y a de la maltraitance secondaire, et ça se voit quand il y a des troubles du sommeil associés aussi. Les familles sont épuisées, qu'elles n'y arrivent plus, qu'elles sont plus en mesure, et du coup, il peut y avoir de la maltraitance secondaire. Donc, c'est important de considérer ce risque-là, éventuellement d'accompagner. J'ai encore eu une patiente il n'y a pas très longtemps où la maman me demandait de faire un signalement parce qu'elle était épuisée par rapport à sa fille, qu'elle sentait qu'elle était à bout et que si on ne trouvait pas une solution, voilà, même de placement assez rapidement, ça allait être très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment important de le questionner et de ne pas hésiter à prendre les choses en charge s'il le faut. Donc voilà pour la dimension environnementale. Encore une fois, je ne suis pas forcément exhaustif, c'est pas possible sur le temps imparti, mais voilà, c'est vraiment des points de réflexion, d'appel sur lesquels on peut s'arrêter. Et enfin, la dernière grande dimension, c'est la dimension des troubles associés. Alors pareil, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement, quelques domaines plus importants. Le domaine du sommeil. Pourquoi? Parce que dans les troubles du développement, maladie rare potentiellement, on peut avoir des troubles du rythme veille-sommeil, en gros des difficultés avec par exemple des enfants qui se réveillent dans la nuit et qui reprennent une activité comme s'il faisait jour. Bon, ça évidemment au niveau familial, ça a un impact qui est majeur et donc c'est important de le dépister et de le traiter. Les difficultés d'endormissement qui sont facilement liées aussi avec des problématiques anxieuses, qui sont assez classiques, ou des TDAH, les troubles de l'attention, l'hyperactivité. Les enfants ont beaucoup de mal à aller au lit le soir, des choses très classiques. Ce à quoi aussi il faut penser, c'est les SAOS, les syndromes d'apnée obstructive du sommeil, des choses qu'on voit assez fréquemment qui vont impacter du coup le sommeil. Et du coup, quand il y a un impact sur le sommeil, vous le savez, ça entraîne des problématiques comportementales qui sont souvent importantes la journée. Parce qu'à l'inverse de l'adulte qui va être juste un peu fatigué, qui va aller faire la sieste, un enfant qui a un gros trouble du sommeil, quel qu'il soit, en général, ça se manifeste par de l'agitation psychomotrice la journée, de l'irritabilité, de l'agressivité potentiellement, et donc il faut le repérer et l'identifier. Parce qu'en plus, ça ne s'accompagne pas du tout de la même façon, évidemment. Un point extrêmement important que j'aurais presque pu mettre en premier, mais je l'ai déjà cité un petit peu, c'est la notion de somatique, le trouble associé somatique physique, et en particulier la notion de douleur. C'est la première piste à éliminer quand on a un trouble du comportement qui apparaît. Okay, et surtout face à des personnes qui peuvent avoir des problèmes de communication. C'est vraiment d'éliminer la piste douloureuse. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, je vous donnais l'exemple tout à l'heure, les douleurs ORL, les douleurs dentaires, etc. La piste de l'épilepsie, fréquemment associée aussi, et autres. On a parlé un petit peu aussi des problématiques thyroïdiennes, voilà, ce genre de choses qui peuvent amener à des problématiques comportementales. Les troubles psychiatriques associés, très fréquents aussi. Je pense en particulier aux troubles anxieux, voire aux dépressions, qui sont assez classiques, mais on peut avoir aussi des, éventuellement, comme chez tout un chacun, une problématique de bipolarité, ça peut arriver. Donc en tout cas, ces troubles psychiatriques qui sont fréquemment associés à des troubles du comportement, puisque face à un enfant qui va être dans le trouble anxieux, il va être dans l'évitement des situations qui vont l'angoisser, évidemment. Et du coup, quand cet évitement, entre guillemets, les parents essayent, ou l'institution essaie de l'y confronter quand même, ça va se manifester par des problématiques comportementales. Donc, les troubles psychiatriques, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est aussi important. Les troubles du neurodéveloppement, c'est aussi dans le cas des maladies rares, ils sont quand même maintenant de plus en plus identifiés. Donc, troubles du neurodéveloppement, j'entends par là
déficience intellectuelle, autisme, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles du langage, troubles de la motricité, tous ces troubles-là, qui sont souvent associés en plus entre eux, et qui, de la même façon, en lien avec toutes les particularités de fonctionnement que je vous ai citées, eh bien, vont amener à des difficultés comportementales parfois majeures. Et la dernière dimension, le dernier domaine en tout cas que je voulais évoquer aussi, c'était la dimension iatrogène, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui potentiellement peut être induit par la prise en charge, hein. Donc par exemple par les traitements en particulier, voilà, c'est des choses qui sont quand même bien identifiées. Il y a certains traitements qui peuvent entraîner des problématiques comportementales ou en tout cas les majorer. D'où l'intérêt évidemment de chercher à évaluer, à comprendre l'origine des difficultés avant de traiter forcément en première intention, et ça je reviendrai un tout petit peu dessus à la fin. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la dimension de l'étiologie. Donc ce qu'il faut retenir vraiment, la dimension de particularité de fonctionnement propre à la personne, la dimension environnementale et la dimension des troubles associés. Je ne suis pas forcément exhaustif, hein, mais c'est vraiment pour vous apporter des éléments de compréhension et de lecture un petit peu supplémentaires. Je vais aller très vite sur l'évaluation. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'évaluation, c'est qu'on peut tout évaluer. On peut l'évaluer de plein de façons différentes. Il y a des évaluations en lien avec un professionnel, il y a des questionnaires, il y a des tests sur table, il y a des profils, il y a plein de choses qui vont permettre d'évaluer le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte d'ailleurs, hein. Attention, et ça c'est important, ça ne s'arrête pas à l'enfant, ça peut être aussi chez l'adulte. Et puis il y a les évaluations qui sont en lien aussi avec les difficultés de communication. Par exemple, l'évaluation de la douleur, sur laquelle on peut revenir éventuellement si vous le souhaitez, mais avec des échelles de douleur, avec des échelles de communication qui vont permettre de faire passer une information qu'on n'aurait pas autrement. Les grilles de lecture aussi, les grilles comportementales, qui permettent, face à un comportement, d'essayer de mieux comprendre l'origine des troubles, encore une fois. Et puis, des fois, cette origine, elle peut aussi être en lien. Donc, en particulier, vous m'entendez, c'est bon. Donc, je disais, il ne faut pas attendre l'apparition d'un trouble pour évaluer les choses, pour évaluer le fonctionnement de la personne, car l'idée d'avoir aussi une évaluation en amont, c'est qu'on a une référence. Je vais prendre l'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes, les personnes qui n'ont pas accès à la communication ou très peu. Eh bien, si on sait comment elles fonctionnent, on va se baser sur leur fonctionnement quotidien déjà pour savoir si elles peuvent être douloureuses ou pas. On va regarder comment elles fonctionnent d'habitude. Et puis, le jour où on suspecte une douleur, on va refaire cette analyse et on va regarder est-ce qu'il y a une différence par rapport à comment elles fonctionnent d'habitude. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ce référentiel de base, si vous voulez, pour mieux comprendre quand il y a un changement, quand il y a un trouble qui se manifeste. Et puis, deuxième point, c'est que quand, à un moment, face à une difficulté, on se questionne sur une origine, par exemple en lien avec la sensorialité, en lien avec les fonctions exécutives, en lien avec la communication, peu importe, c'est beaucoup plus difficile d'évaluer une personne quand elle présente un trouble du comportement qui est bien présent, hein, qui est sévère, qui est d'actualité, on va dire. Donc, il vaut mieux pouvoir avoir anticipé les choses et avoir essayé d'évaluer un minimum avant plutôt que d'attendre d'être confronté au trouble du comportement pour commencer à se poser des questions. Ok, donc voilà, c'est cette idée de questionner l'évaluation et puis derrière, c'est vraiment cette évaluation qui va aussi nous apporter des billes pour proposer des aménagements et des accompagnements adaptés au fonctionnement de la personne. Ok, donc on pourra, voilà, si vous avez des questions, on pourra reprendre un peu des éléments d'évaluation. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Enfin, l'accompagnement. Alors, je vais reprendre quelques exemples. Là, c'est juste pour vous lister, on va dire, les points principaux sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier point, vous voyez, je vais revenir dessus, les outils de communication. Ça, c'est vraiment indispensable. Quand il y a des problématiques en lien avec la communication, il faut la permettre, il faut la mettre il faut la développer. Donc, on va s'appuyer sur certains outils. Les aménagements de l'environnement, extrêmement important. Et ça, c'est valable quelle que soit la personne. Je veux dire, on est tous contents de savoir où sont les toilettes avec l'appui de pictogrammes visuels quand on va aux toilettes. Et franchement, essayer de chercher des toilettes quand il n'y a pas de picto, ben, vous allez vous agiter, vous allez vous énerver, vous allez… Donc voilà, vraiment l'aménagement de l'environnement pour amener une lisibilité,
en lien aussi avec les particularités de fonctionnement qu'on a pu citer en amont. Les prises en charge plutôt spécifiques, et je vous donnerai l'exemple de l'activité physique adaptée aussi, comment on peut le proposer maintenant. Mais voilà, l'idée de ces prises en charge spécifiques, sur le plan orthophonique, psychologique, psychomoteur, ergothérapie, etc., etc. C'est vraiment, on identifie quelle est la difficulté, et puis on apporte une prise en charge avec un professionnel dédié par rapport à ce fonctionnement. De plus en plus maintenant, alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais sauf si vous voulez en échanger, mais il y a les notions d'éducation thérapeutique du patient, de psychoéducation. Donc finalement, de travailler sur la compréhension de ses difficultés, de son trouble, hein, c'est quelque chose qui est développé aussi un petit peu dans le service, en lien avec sa maladie, pour derrière, bah oui, pouvoir s'y adapter, pouvoir, on va dire, être plus autonome en termes voilà, aussi d'autodétermination par rapport à ça, par rapport à ses troubles. La guidance parentale, les programmes d'entraînement aux habiletés parentales, c'est pareil, je vais donner un petit exemple qui est proposé dans le service. Ça veut dire, juste le point qui est intéressant par rapport à cette notion, c'est que quand on propose un aménagement, un accompagnement, c'est souvent un accompagnement global et que les parents, la famille, la fratrie, je ne le recite pas ici, mais elle peut être inclue, c'est important de prendre tout le monde en considération. Et il y a des études qui ont montré, en particulier dans le cadre du TDAH, qui est un trouble assez classique neurodéveloppemental qu'on retrouve dans dans des maladies rares, eh bien, la guidance parentale, la méthode Barclay, qui est un programme d'entraînement aux habiletés parentales, a fait ses preuves dans la prise en charge des enfants. Alors que finalement, c'est les enfants, entre guillemets, qui ont le trouble. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. Et donc, l'accompagnement global reste important. Et puis, la notion de la problématique des traitements médicamenteux, pareil, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il faut savoir que ces traitements, ils ne doivent pas être évidemment systématiques, ils doivent être requestionnés régulièrement, qui sont souvent dédiés aux troubles associés, par exemple quand il y a de l'épilepsie, quand il y a des problématiques thyroïdiennes, quand il y a un retard de croissance. Voilà, on peut avoir plein de choses qui vont nécessiter des traitements médicamenteux. On a quelques traitements qui sont dédiés aux troubles du comportement, en tout cas qui ont l'AMM, qui ont l'indication pour les troubles du comportement. Il y en a très peu finalement. Pour ceux qui connaissent, il y a en particulier le Risperdal, qui est un traitement assez classique des troubles du comportement. Néanmoins, et c'est ce à quoi je veux vous sensibiliser, c'est que face à une problématique comportementale, on doit d'abord questionner la problématique et le fonctionnement de la personne et l'environnement et les troubles associés avant de dire il y a le comportement qui se dégrade, on va traiter et puis ce sera bon. Il faut vraiment se poser les questions avant. Après, des fois, on a besoin de cette béquille, le temps qu'on ait le temps de se poser les questions, entre guillemets, et puis ensuite, on pourra arrêter les traitements. Bon, c'est quelques exemples, on pourra reprendre avec la discussion si vous le souhaitez. Là, c'est des exemples d'accompagnement par rapport à l'éducation, pardon, à la communication, pardon. Donc, vous voyez, ça peut être de la langue des signes, ça peut être des pictogrammes. Maintenant, il y a même des applications, type PEX, pour ceux qui connaissent, qui sont d'utilisation de pictogrammes pour communiquer. Donc, vraiment pour voilà, aider les personnes qui n'ont pas accès forcément au langage pour permettre quand même de communiquer une demande, de communiquer une envie, de communiquer un souhait, peu importe. En lien avec l'environnement, la structuration de l'environnement, aussi classique. L'idée, ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire de rendre plus lisible l'environnement, donc avec un bureau un peu structuré, avec des pictogrammes aussi, des activités, pictogrammes ou activités qui sont précisés, avec potentiellement voilà, un timer, un chronomètre, avec des petits rangements bien spécifiques selon les activités, un planning visuel, etc., etc. Des choses qui peuvent être mises en place assez facilement et qui aident vraiment pas mal, en particulier quand il y a de la déficience ou de l'autisme, mais pas que. Ça peut aider les enfants qui ont des problématiques exécutives. Je vous ai cité les problématiques de flexibilité, par exemple, ou de mémoire de travail aussi. Et bien d'avoir un peu ce séquençage, cette structuration de l'environnement, et bien ça va les aider évidemment à être moins angoissés et à mieux gérer leur quotidien et à automatiser plus facilement aussi leurs compétences. Bon, là, c'est des exemples de planning visuel, de time timer. Encore une fois, là, c'est plus pour séquencer un petit peu le temps quand il y a des difficultés d'organisation dans le temps. Là, on est plus sur l'espace, vous voyez, avec les organisations de l'espace bien définies, des pictogrammes visuels aussi pour identifier les lieux, les objets, un environnement, vous voyez, assez dénué aussi de stimulation trop forte quand on est sur les problématiques sensorielles. Donc voilà, c'est ces dimensions environnementales qui sont quand même importantes. Là, c'est des séquences d'action. J'en ai pas reparlé dans cette dimension de fonction exécutive, mais on peut avoir aussi des troubles, ce qu'on appelle de la planification, c'est-à-dire qu'on a du mal à séquencer les différentes actions nécessaires pour arriver à un but. Et donc, on peut découper les actions pour permettre à la personne de compenser cette altération-là.
Et puis enfin, voilà, on a les problématiques sensorielles avec on a mis les casques, on a mis voilà le ballon quand il y a une petite hyperactivité, une instabilité motrice. Voilà, donc tout ça, c'est des aménagements sensoriels. Et puis, je voulais finir avec deux, trois formes de prise en charge, en tout cas deux, trois choses qui sont un petit peu plus développées dans le service depuis quelques temps. C'est pour vous montrer ce qui est possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour tous, ça ne veut pas dire, voilà, mais c'est plus pour vous montrer ce qui peut exister. L'activité physique adaptée, qui est quand même très très intéressante. Aujourd'hui, on a un enseignant à APA, donc activité physique adaptée dans le service, qui est en mesure voilà, de proposer par exemple des bilans pour évaluer un petit peu les compétences de l'enfant sur le plan de l'activité physique et du coup d'essayer de déterminer avec lui et avec vous finalement qu'est-ce qui serait pertinent, hein, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour lui permettre d'avoir une activité physique. Est-ce que je vous l'ai dit, derrière l'activité physique, ben, c'est tout ce qui est décrit ici dans l'intérêt pour le patient. Il y a plein de choses et il y a l'amélioration, vous voyez, des troubles du comportement. Ça a été décrit, c'est-à-dire que forcément, ben, même sur le plan psychologique, je vous ai dit, on peut avoir accès à une activité du coup qui va être valorisante. Pour des enfants qui ont des difficultés de concentration, une problématique d'agitation motrice, eh bien, ça va les aider à se canaliser, etc., etc. Et puis, d'autant plus que dans les troubles du développement, eh bien, on a tendance à moins pratiquer. Hein, globalement, on a tendance à avoir moins d'activité physique que chez les personnes, on va dire, typiques. D'autant plus s'il y a des troubles associés, hein, au niveau cardiaque, au niveau métabolique, etc. Donc, d'avoir ce regard en activité physique adaptée, ça peut être très, très intéressant. La remédiation cognitive, je la cite parce que c'est pareil, il y a des choses qui sont proposées dans le service, c'est pas… Alors, c'est intéressant, ça peut être très intéressant, ça fonctionne très bien chez certains enfants, ça fonctionne pas du tout chez d'autres. L'idée, c'est de travailler vraiment sur les fonctions exécutives, sur les fonctions cognitives, donc la mémoire, l'attention, la concentration, l'adaptation, la flexibilité, etc. Pour améliorer évidemment derrière la qualité de vie. C'est des exercices qui sont pratiqués avec la neuropsychologue et qui sont pratiqués aussi en cohérence avec la famille, en travail avec la famille. Pourquoi? Et ça, c'est l'une des difficultés centrales de la remédiation cognitive, c'est qu'il peut y avoir pas mal de soucis de ce qu'on appelle de généralisation ou de transfert, c'est-à-dire que les compétences acquises dans le cadre de ce travail, de cette prise en charge, ne sont pas forcément transférées dans le cadre du quotidien, d'un fonctionnement au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est tout un travail qui se fait aussi avec la famille pour reprendre les choses à la maison et du coup permettre un transfert des compétences dans le cadre du quotidien et pas juste dans le milieu de la prise en charge. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont proposées. Et puis, enfin, une dernière méthode que je voulais citer, qui pareil est proposée peu dans le service, mais voilà, c'est plus pour vous y sensibiliser aussi, c'est ce qu'on appelle la méthode Barclay ou le programme d'entraînement aux habiletés parentales, qui a son indication principalement dans le cadre du TDAH, hein, qui est donc un trouble développemental et souvent associé au trouble positionnel, donc un trouble développemental qu'on retrouve assez facilement dans le cadre des maladies rares, et qui va permettre de travailler sur la régulation des émotions, sur les comportements négatifs ou voilà, problématiques à la maison, et qui passe pour ça par l'accompagnement finalement des parents. Okay, donc c'est vraiment intéressant, ça a montré que ça fonctionnait bien, hein, c'est quelque chose qui a été démontré. Donc, ça permet de sensibiliser aussi à cette approche un petit peu globale des problématiques comportementales et pas juste des approches centrées sur la personne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, l'idée que la problématique comportementale, c'est à la fois externalisé, mais potentiellement aussi internalisé. Que c'est multifactoriel. Donc, on va prendre en compte les particularités de fonctionnement, l'environnement et les troubles spécifiques associés et associés. Et que quand on est face à une problématique comportementale, on va toujours rechercher en première intention qu'il n'y ait pas une cause physique, hein, une cause somatique, une douleur, qu'il faut avoir en tête et avoir une idée du fonctionnement intellectuel, du fonctionnement en termes de communication et des troubles normalement associés dans le cadre de cette maladie rare, qu'on va toujours questionner le mode d'apparition, l'évolution du trouble, hein, ça c'est quand même important pour savoir est-ce que c'est en lien avec un facteur environnemental, est-ce qu'il y a autre chose, voilà. Qu'on doit évaluer la personne pour pouvoir derrière proposer des aménagements, des accompagnements qui sont adaptés et qui sont appuyés du coup sur ces évaluations. Qu'on va éviter les traitements médicamenteux non spécifiques en première intention et qu'on doit penser aussi, alors ça c'est ce que j'ai rajouté, mais quand il y a des troubles du comportement très sévères, il ne faut pas hésiter à se protéger, hein, parce que les troubles du comportement très sévères à titre d'automutilation ou d'hétéroagressivité importante, on n'arrive pas forcément à les réguler hein, de base, même si on peut réussir à les diminuer. Et du coup, c'est important quand même de protéger la personne, de se protéger soi-même quand on est face à ce type de difficulté.
Ok. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport aux troubles du comportement. Je suis désolé, voilà, je suis pas complètement exhaustif non plus, mais j'espère que ça vous donne un petit aperçu de ce à quoi on peut réfléchir. Ah, et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Elodie, j'ai vu que tu as ouvert ton micro, tu voulais peut-être rajouter quelque Bah, je chose? voulais te remercier pour ton topo, qui était très intéressant, qui nous a permis de mieux comprendre la cause de ces troubles du comportement. Et puis les solutions qu'on peut proposer. Donc il y a quelques questions, n'hésitez pas à compléter via le chat si vous avez de nouvelles questions. On va les prendre au fur et à mesure, et puis quand il y a des questions, enfin quand on va passer vos questions, n'hésitez pas à prendre la parole via le micro si vous avez des choses à préciser de vive voix. Donc, on peut commencer par une question de Bérangère qui demandait où peut-on trouver des outils d'évaluation spécifiques aux enfants avec déficience intellectuelle. Alors, quel type d'outil d'évaluation? Parce que, encore une fois, ça dépend de ce qu'on Je veut pense que c'était évaluer. par rapport aux troubles du comportement. Est-ce que vous voulez préciser, Ouais. Bérangère? Ah. Alors, je ne sais pas si Bérangère est encore avec nous. Alors, je suis pas Bérengère, mais je suis la sœur de Bérengère. Alors, je sais pas pourquoi elle répond pas. C'est Donc, spécial. si jamais elle reprend la parole, je me tais. C'est bon, Bérengère ou... Non, non, vas-y, vas-y. Et donc, en fait, la question, c'est effectivement de savoir, comme il y a le moment de l'évaluation qui est particulièrement important, c'est que toutes les grilles qui existent, elles s'appuient sur des enfants qui savent lire, notamment. Qui savent lire, qui savent écrire, qui savent communiquer. Et du coup, quand on a un enfant qui n'a pas ces capacités-là, c'est difficile de pouvoir l'évaluer. Donc, Alors, est-ce qu'il y a oui. des outils qui existent déjà? Alors c'est vrai, hein, c'est plus difficile à évaluer. Il y a plusieurs dimensions qu'on peut quand même évaluer et assez nettement, qui sont très intéressantes. Alors maintenant, il y a un outil déjà qu'on utilise beaucoup, de plus en plus dans le cadre de la déficience, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la Vineland, qui est l'évaluation des comportements adaptatifs, donc l'autonomie en vie quotidienne, en socialisation, en communication. Et ça, ça passe par un questionnaire, un hétéro-questionnaire qui est fait avec l'entourage. Donc, il n'y a pas besoin de capacité de lecture, de communication, etc. Et c'est vraiment assez informatif. Après, au niveau du fonctionnement intellectuel, émotionnel, on a aussi des outils d'évaluation, alors qui sont pas forcément très bien standardisés, parce que par exemple, on peut les utiliser chez des adultes ou des grands adolescents qui seront du coup plus grands que ceux pour quoi ils ont été normés à la base, mais qui permettent d'avoir des éléments de lecture. Hein. Il y a même pour les personnes non verbales, tout ce qui est sonnaire par exemple, hein, qu'on peut utiliser au niveau de l'efficience. Pour les plus petits, l'ABEX qui a été développé pour l'autisme. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et puis, Fleur pourra peut-être plus détailler, mais il y a même des outils d'évaluation de prérequis à la communication comme la Comport, hein, qui sont quand même utilisables pour mieux comprendre le niveau de communication, de compréhension, et dont on n'a pas besoin que la personne sache lire, sache écrire, ou voilà, ou d'ailleurs même si elle communique pas bien du tout. Donc il y a quand même des choses. Je ne sais pas si Fleur, tu peux juste préciser par rapport à la Comport comment ça fonctionne. Oui, bonjour. Comfort, en fait, il va davantage évaluer la communication sur le versant réceptif, donc tout ce qui concerne la compréhension, afin de mettre en place davantage des outils pour permettre à la personne de mieux comprendre ce qu'on lui demande, de mieux comprendre son environnement. Donc, il y a différents stades au niveau de la compréhension par rapport à ce que va aller évaluer, chercher le Comfort. C'est-à-dire qu'il y a le stade de la sensation, la présentation, le stade de la représentation. Il y a aussi le stade de la méta-représentation. Là, il faut vraiment quand même déjà à certains niveaux intellectuels pour en arriver à ce niveau-là. Souvent, on en reste au stade de la sensation, c'est vraiment au côté sensoriel. Donc, la personne a besoin vraiment d'utiliser ou de voir des outils, des objets, pardon, pour mieux comprendre ce qu'on va lui dire, pour mieux comprendre où est-ce qu'il doit aller et pour mieux exprimer ce dont il a besoin.
Par exemple, dans mon expérience professionnelle dans l'accompagnement, pour qu'un jeune puisse expliquer qu'il avait besoin d'aller aux toilettes, on avait mis en place tout simplement un rouleau de papier WC qu'on avait plastifié, qu'il avait sur lui et il nous le donnait pour nous faire comprendre qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Pour pouvoir aller au repas, il avait dans son schéma journalier, son emploi du temps, une fourchette ou une serviette. Tout dépend après de la fonction de l'outil qu'on allait mettre en place. Une personne qu'on est au stade de la présentation, il ne pourra être compétent, il ne pourra faire les choses seulement à un endroit en présence de l'objet. Et après, au niveau du stade de la représentation, la personne est capable de se déplacer, d'aller chercher l'objet en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il a besoin de faire. Il pourra se déplacer. Il a quelque part la permanence de l'objet. Voilà au niveau du confort qu'on va aller chercher. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne a la capacité de pouvoir s'exprimer, j'ai envie de vous dire, peu importe le mode de communication expressif, c'est-à-dire que ce soit des mots, des phrases, de la gestuelle, des images, c'est pas parce qu'il va pouvoir s'exprimer qu'il sera en capacité de comprendre et inversement. Donc c'est important de pouvoir évaluer surtout le niveau de compréhension de la personne par rapport au confort. Donc voilà. Et c'est vraiment important de pouvoir évaluer ce niveau-là, puisque c'est vrai quand on observe des troubles du comportement, donc j'ai envie de vous dire actif ou passif, parce que la passivité qui persiste est aussi un trouble du comportement en soi. C'est en fait le trouble du comportement prend le relais de la communication quand la communication il n'y a pas. Et c'est vrai que c'est très très perturbant dans la quotidienneté, surtout surtout au sein d'une équipe médico-sociale, une équipe de santé, qui peut se trouver face à des troubles du comportement plus ou moins importants, parce que c'est surtout cela qu'on retient, malheureusement, hein, c'est surtout les troubles du comportement inadaptés, des comportements négatifs qu'on voit et qu'on va retenir, et qui peuvent vraiment mettre en difficulté et la personne concernée et aussi les professionnels face à cette personne, face à cette incompréhension du comportement. Donc, il est important d'aller chercher, bien sûr, le côté somatique, voir s'il n'y a pas une douleur, surtout quand la personne ne peut pas communiquer. Et donc, important d'évaluer la communication. Et du coup, effectivement, par rapport encore aux évaluations, il y a aussi même au niveau sensoriel, on a beaucoup de choses qui s'appuient Oui, soit sur des questionnaires de l'entourage, soit sur des observations. Voilà, on ne passe pas forcément, encore une fois, par des épreuves sur table, hein. C'est rarement même des épreuves sur table, surtout en cas d'une déficience. Donc, il y a beaucoup d'observations et de questionnaires. C'est ce que je remettais aussi tout en amont, hein, sur les fonctions exécutives. Voilà, cette dimension de questionner, elle est quand même de plus en plus importante dans l'évaluation. Donc voilà, la déficience en soi n'est pas, évidemment, ça complique l'évaluation, mais ça ne doit pas la freiner. Je sais pas Merci si ça beaucoup, répond. c'est très intéressant. En fait, merci déjà parce que c'est très utile de savoir que ça existe et on pourra le demander à nos relais sur place. Par contre, c'est vrai que vous avez parlé hyper vite et nous, on connaît pas tous ces mots-là. ah oui. Et si jamais vous pouviez les écrire quelque part, qu'on puisse ensuite pouvoir voilà, Lesquels, décrire par la rapport situation. ouais, Bah, vous ok. avez donc comme fort là, j'avais bien noté, mais vous en avez cité un certain nombre ou après on se réécrit D'accord, sur et j'ai pas les réussi tests à les noter. Ok, ça marche. Bah, j'essaye de vous rajouter une Merci diapo avec beaucoup. ces. Pas de souci. Pas de Merci souci, Clément. pardon. Pas de problème. C'est important je me permets juste une petite chose par rapport au comportement. Des outils aussi assez, entre guillemets, simples, en tout cas une grille très simple que Clément a présenté. C'est vraiment, quand il y a un trouble du comportement, c'est d'aller chercher la cause du comportement. Donc, que ce soit à domicile ou des informations que vous pouvez donner à des professionnels qui sont peut-être pas outillés, c'est tout simplement de pouvoir faire un tableau avec 3 colonnes. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui a peut-être déclenché, en tout cas l'antécédent, avant le comportement pardon, en lui-même, comment est-ce qu'il se décrit? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce qu'il y a des sauts? Il y a des hurlements? Quelle est la manifestation du comportement? Et après le comportement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que le comportement s'est atténué? Comment la personne s'est calmée? Est-ce que vous avez interagi avec lui? Est-ce que vous lui avez proposé des choses? Voilà, tout ça, c'est à analyser, à regarder pour voir un petit peu aussi la fréquence du comportement.
Comment est-ce qu'il intervient? Est-ce que l'environnement intervient pour calmer la crise? Est-ce que l'environnement intervient et peut-être participe à l'arrivée de la crise? On peut parler de, je peux vous donner éventuellement, voilà, un enfant qui peut être frustré. La frustration émane de quelque chose. Donc, est-ce que la frustration arrive parce qu'il n'est pas content, parce qu'on s'est occupé davantage de son petit frère ou parce qu'il n'a pas obtenu un bonbon? Est-ce que c'est quelque chose qui est très dérangeant au niveau du comportement, du trouble du comportement, dans le sens, est-ce que la personne peut aller jusqu'à s'automutiler pour ne pas obtenir ce qu'il veut? Donc à ce moment-là, oui, il va falloir faire quelque chose, intervenir sur le comportement. Donc c'est tout ça qui est important à analyser, observer pour mieux comprendre et mieux intervenir sur ces troubles du comportement qui peuvent amener d'autres problématiques si on n'intervient pas, si on n'intervient pas dessus. Merci. On va passer à la question suivante. Alors, c'est une situation clinique, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, d'Eugène Pierre, qui parle d'un cas adulte. Est-ce que les problèmes du sommeil sont liés au développement, surtout pour un adulte qui n'arrive qu'à dormir jusqu'à 4 heures et après c'est impossible? Le sommeil ne vient que quand il est en activité. Qu'est-ce qui explique donc cela si ce n'est pas lié à la question à la question du développement? Alors, je ne sais pas si vous avez assez d'éléments pour y répondre. Alors, pour répondre de manière un peu généraliste, la question du sommeil, c'est une question qui est souvent complexe. Ce qui est possible déjà de faire pour évaluer un petit peu mieux le sommeil, c'est ce qu'on appelle les agendas. Agendas du sommeil que vous trouvez très facilement. Vous tapez agenda sommeil en ligne. Ça va être le réseau Morphée, par exemple, qui va les proposer. Ça permet d'avoir une évaluation un peu rétrospective du sommeil. En gros, on va cocher, on va noter les heures où il a dormi, on va noter les heures où il a été éveillé, on va noter les heures de coucher, les heures de lever, des événements particuliers, etc. Donc, ça permet pour le professionnel d'avoir une lecture sur à peu près un mois au minimum du fonctionnement en termes de sommeil. Et donc après, effectivement, sur la problématique du sommeil, on peut avoir problématique en lien avec le développement, le neurodéveloppement plus particulièrement, où là, on sait qu'il y a par exemple des défauts de sécrétion de mélatonine qui vont entraîner des problématiques de rythme du veille-sommeil, avec, je vous disais tout à l'heure, des enfants qui peuvent se réveiller, ou des enfants ou des adultes, qui vont avoir des rythmes un peu anarchiques à se réveiller dans la nuit, à reprendre leur activité comme si c'était la journée. On peut avoir des problématiques plutôt en lien avec l'endormissement, qui, pareil, peuvent être développementales ou anxieuses. On peut avoir des problématiques de réveil précoce, qui sont peut-être plutôt dépressives, par exemple, voire développementales. Et on peut avoir des syndromes d'apnée obstructive du sommeil, on peut avoir des syndromes de jambes sans repos. Donc, c'est complexe. On peut vraiment avoir pas mal de choses en lien avec le sommeil. Donc, j'ai évidemment pas de réponse unique à vous apporter aujourd'hui. Mais ce que je vous dirais, c'est il y a des moyens quand même d'avoir une observation un peu rétrospective de ce sommeil. Et du coup, peut-être de voir s'il y a des points d'appel pour aller vers une cause. Voilà, je vous dis, syndrome d'apnée obstructive, syndrome de jambes sans repos, autre. Ou est-ce qu'on ne trouve pas d'autres causes, ou est-ce que ce sera plutôt développemental? Et là aussi, c'est l'intérêt d'aller voir si dans le cadre de cette maladie rare, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil identifiés dans la littérature? Est-ce que d'autres personnes avec la même maladie rare ont ces troubles-là ou pas? Ça peut permettre d'amener des pistes aussi d'explication. Voilà, je sais pas, j'espère que ça répond à peu près à votre question. Désolé de ne pas pouvoir être beaucoup plus précis, mais c'est vrai que c'est facilement assez complexe. Alors, il y a toujours une remarque d'Eugène Pierre par rapport à l'hypersensibilité, qui demande si c'est pas à cause du fait qu'il y a la remarque qu'on fait aux patients qu'ils ont tendance à s'isoler, que ça les pousse à se mettre à l'écart, surtout quand ils prennent ce coup comme un jugement qui se dévoile comme un manque de confiance en soi et de volonté. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Eugène Par rapport, je Pierre, pense est-ce que qu'au vous voulez niveau, nous préciser? au niveau sensoriel, c'était au niveau. C'était par rapport à l'hypersensibilité. Oui, allô, vous me recevez? On vous entend. Oui, oui, c'est justement par rapport à l'hypersensibilité. Souvent, bon, il y a, il y a des personnes qui ne sont pas psychologues, mais dès qu'ils voient la personne, on commence à dire qu'il s'isole, qu'il aime se mettre à l'écart. Quand, par exemple, il est en crise ou il a des petits soucis dans la tête,
Et du coup, moi, quand je vois cela, je me dis que c'est peut-être cela est dû souvent, bon, que les gens sont pressés à dire à la personne qui s'isole, ils pensent ça peut-être pour un manque de confiance en lui, à sa personne, et un manque de confiance par rapport à sa volonté, quoi, de détermination par rapport à sa volonté. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas tout très bien entendu. Je ne sais pas si Fleur t'a mieux. Non, du coup, parce qu'il y a effectivement la question du manque de confiance en lui. Alors, évidemment, ça joue. Après, c'est à distinguer effectivement quand même de l'hypersensibilité d'un point de vue sensoriel, avec l'hyperréactivité ou l'hyporéactivité, etc. On a vraiment les deux dimensions sont intriquées après aussi, hein, c'est-à-dire que évidemment, comme je vous le disais, on peut avoir plus d'évitement en lien avec une problématique sensorielle, et puis on peut avoir plus d'évitement en lien avec une problématique psychologique. Hein, c'est tout à fait, les deux sont tout à fait possibles, voire associés. Donc, je suis désolé, j'ai pas tout très bien entendu dans votre question. Mais évidemment, il ne faut pas éliminer trop vite des enjeux de manque de confiance en lui quand on est face à une problématique d'isolement et tout de suite le mettre sur la question du sensoriel. Hein, il faut toujours questionner les deux en association. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous sensibiliser à cette approche un peu transversale et finalement transdiagnostique, parce que pour pas passer aussi à côté de quelque chose. Et le côté psychologique, évidemment, est important à prendre en compte aussi. Voilà, je suis désolé, j'ai pas très bien compris. Sinon, n'hésitez pas à préciser encore, si vous voulez, votre question à l'écrit, parce que je vous entends pas très bien. Si besoin. Oui, oui, j'aimerais préciser, quoi, j'aimerais faire des précisions. En fait, je disais, quand on remarque un peu par rapport aux drépanocytaires, c'est quand ils sont en crise et ils ont le visage, au niveau, le côté faciès, là, il n'y a pas un peu d'égalité là-dedans, ils n'ont pas d'égalité sur leur visage, il n'y a pas de sourire. Et du coup, ceux qui sont les proches, ils pensent qu'ils sont en train de se camoufler, ils s'isolent. Du coup, quand on les dit ça, je pense qu'à ce niveau, ça les donne cette impression qu'on est en train de les juger, qu'on manque de confiance en lui, quoi. Je suis C'est pas. pas assez à propos. Comment? C'est par rapport à cela, quoi. Le fait qu'ils sont, ils sont tous entendus, ils sont pas gays comme les autres enfants ou bien les autres adultes qui sont bien potents. Le fait d'être comme ça, et quand les personnes qui sont avec, quand ils voient qu'il y a un changement d'aspect sur leur visage, on détermine cela comme ils sont en train de s'isoler, comme voilà, ils camouflent les sentiments. Donc, bon, ils prennent ça, d'après moi, ils prennent ça comme si on les visait, quoi. Comme si encore, comme c'est retirant, comme si on manque de confiance en eux. Et vous dites Mais, que c'est assez. J'essaye de oui, oui, reformuler parce que je ne oui. pas très bien. Effectivement, vous dites que c'est interprété comme un manque de confiance en eux parce qu'ils masquent Mhm. au niveau du visage, c'est ça, des crises douloureuses, des crises drépanocytaires, c'est Oui, ça? oui, j'essaie de dire simplement que au niveau de la personne du drépanocytaire, ils n'ont pas, comme on appelle, le visage souriant tout le temps. La plupart du temps, ils sont tendus, ils sont stressés. Du coup, ceux qui sont habitués à eux, quand ils les voient comme ça avec cette humeur un peu nauséabonde, on dit qu'ils s'isolent, qu'ils camouflent, ils n'essayent pas d'exprimer ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Ce qui les donne comme une impression de l'isolement, euh, parce qu'on ne parle pas, on ne les aborde pas, on ne les parle pas avec eux. C'est là comme un manque de confiance et ça devient comme, quand ça devient récurrent, c'est comme ça, quoi. Et là, ça ressort, quoi. Hmm. Alors, je suis désolé, j'ai du mal à tout comprendre dans ce que vous dites. Bon, ce que je peux rajouter quand même par rapport à ça, et c'est l'intérêt effectivement sur des crises un peu douloureuses où on n'est pas sûr de bien se faire comprendre, en tout cas de percevoir la problématique. C'est ce que je vous ai, alors ce que je l'ai pas représenté, mais il y a
Il y a vraiment des échelles d'évaluation quand il y a un manque de communication comme ça, ou que c'est peu exprimé, même d'un point de vue émotion, expression faciale, etc. On a des échelles, ce que je disais, des échelles un peu de référence de douleur. Et puis, on s'appuie sur ces échelles pour voir est-ce qu'il y a un changement de comportement par rapport à d'habitude qui pourrait être expliqué par une douleur. Donc, c'est vraiment de ne pas s'appuyer que sur ce qui est communiqué ou sur ce qui est exprimé, mais vraiment de s'appuyer aussi sur les changements comportementaux qui pourraient finalement signifier une douleur. Alors, je suis désolé, voilà, si c'est pas la réponse exacte à votre question, mais j'ai du mal à tout entendre dans ce que vous dites. Alors, si Fleur ou Elodie, vous avez mieux entendu, n'hésitez pas à compléter. Non, je suis désolée, Je sais pas j'ai pas mieux Ah, compris. On va peut-être ok. passer à la question suivante. Si vous avez des éléments à nous préciser, n'hésitez pas à le faire via le chat, monsieur. Donc, on a une nouvelle question par rapport à un syndrome de Simpson. Il y a un petit de 8 ans donc, qui pousse des petits cris et surventile de façon saccadée lors des contrariétés. Il y a une panique d'incompréhension et on nous demande comment désamorcer et mieux reconnaître les prémices d'une crise. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Clément ou Fleur? Je ne sais pas qui veut répondre. Non. Est-ce que Fleur, tu veux apporter des éléments déjà? Oui, comme on le disait tout à l'heure, par rapport quand il y a ce type de manifestation, comme il est indiqué dans le message, par rapport à, c'est suite à une frustration. Comment on peut désamorcer? Bah, c'est déjà l'avoir repéré, c'est déjà très bien. Le désamorcer, c'est éventuellement pouvoir avoir identifié les centres d'intérêt de la personne, de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce qu'il aime vraiment beaucoup, pour pouvoir éventuellement l'utiliser comme support pour aider éventuellement à calmer l'enfant. C'est aussi éventuellement de voir, de pouvoir l'apaiser. C'est surtout au niveau de la posture, c'est utiliser, si c'est vraiment trop envahissant, c'est utiliser les centres d'intérêt, s'ils ont bien été identifiés. C'est pouvoir aussi être rassurant au niveau de sa posture et faire en sorte que les prochaines fois, alors on ne peut pas travailler sur la frustration d'un enfant, un enfant aussi va évoluer. Donc du coup, il faut pouvoir juste euh, trouver l'aménagement tant dans la posture de l'accompagnant, un aménagement tant dans l'environnement si l'enfant peut avoir des comportements éventuellement à risque, c'est-à-dire se mettre en danger et donc se blesser. Donc c'est surtout ça que je conseillerais au niveau de la résolution du comportement, comme on dit. Dans le comportement, il y a 4 phases. Il y a l'escalade, donc c'est un petit peu de manière imagée, ça va être l'eau qui bout dans la cocotte minute. Après, vous allez voir, il y a le sifflet qui commence à tourner. Et donc à ce moment-là, il y a la crise. Donc c'est le sifflet qui siffle vraiment très très fort. Après, il y aura une résolution, c'est-à-dire que ça va commencer à se stagner au niveau de la crise. C'est là où vraiment l'accompagnant va devoir un petit peu englober, être présent, rassurant auprès de la personne, pas trop, puisque le trop peut amener de nouveau un autre trouble du comportement qui peut se rajouter. Et là où il faut être vraiment très présent, c'est au moment de l'équilibre, c'est-à-dire là où la crise la frustration, la crise du comportement va se stagner et va commencer à diminuer. C'est là où on peut proposer vraiment quelque chose que l'enfant aime bien, tablette, doudou, un jeu, vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire que là, ce serait intéressant d'utiliser le time timer pour ne pas renforcer ou ne pas amener la personne dans quelque chose comme un isolement ou quelque chose qui pourrait lui dire: ah, j'ai fait ce type de comportement, j'ai amené un truc de comportement, on s'est intéressé à moi, j'ai obtenu quelque chose que j'adore et je peux trouver un bénéfice dans ce truc de comportement. Je ne sais pas si j'étais claire, j'ai pas mal donné d'informations. Peut-être que vous avez besoin de davantage de précision. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Clément aussi. Oui, non, moi, On va poursuivre alors sur les prochaines questions. Je sais, tu voulais rajouter quelque chose, Clément? non, c'est bon. Juste, du coup, j'en profite parce que je voyais des interventions par rapport à l'équipe Relais Handicap Rare et juste pour préciser, effectivement, pour rappeler que c'est
c'est une équipe que vous pouvez, qui est tout à fait possible de solliciter dans le cadre. Alors peut-être que Madame Legendre ou j'ai pas le nom de famille, vous pouvez rappeler vos critères d'adressage, mais voilà, c'est vrai que c'est très très pratique de pouvoir solliciter l'équipe relais. Donc je ne sais pas si Madame Legendre, vous voulez peut-être intervenir pour présenter un petit peu ce que c'est. Oui, oui, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Oui, oui, effectivement. Donc moi, je suis le médecin de l'équipe Relais Handicap Rare. La remarque a été faite par Madame Patin, qui est une coordinatrice de parcours. Donc pour nous solliciter, c'est très simple. Il suffit de contacter notre assistante qui va remplir un questionnaire avec vous. Donc la sollicitation peut être faite par des particuliers, par des établissements, par en fait toute personne autour de la personne qui présente un handicap rare. Et au niveau de nos critères d'admission, bien effectivement, il faut que le handicap de la personne réponde aux critères du handicap rare, c'est-à-dire une association de déficience, quelqu'un qui va être déficient visuel, déficient auditif, une personne qui présente une épilepsie pharmacorésistante peut entrer aussi dans notre effectif, des situations aussi où on est en rupture de parcours, par exemple quelqu'un qui était en IME et qui se retrouve sans solution, on peut aussi faire appel à nous. On peut agir sur tous les domaines de la vie. Ça peut être pour trouver des loisirs, ça peut être pour étayer une demande d'établissement, ça peut être pour trouver des aménagements à domicile. Enfin, c'est très très vaste. Le mieux encore, hein, quand on a un doute, c'est de nous appeler et qu'on fasse une évaluation ensemble pour voir si vous pouvez relever de notre équipe. Merci. Super. J'ai juste une question, est-ce que c'est territorialisé ou pas? Ou c'est pour toute la Alors, France? il y a des équipes relais sur toute la France. Donc, Ok, l'équipe sur la Bourgogne, c'est l'équipe Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, mais on a des professionnels sur les deux régions qui, du coup, peuvent prendre en compte les spécificités de chaque région. Mais sinon, c'est sur toute la France. super, merci. De rien. Et il nous reste deux petites questions par rapport au début de ta présentation, enfin oui, milieu de ta présentation, Clément. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'analyse des émotions sur les yeux? Donc de cognition sociale. Non, je vais le taper. Vous le tapez ça sur Google et vous allez voir trouver très facilement. Voilà. Et puis il y avait une question, est-ce qu'on peut mesurer l'impact des troubles de coordination, d'hypotonie et de maintien de la fixation sur la cognition sociale et l'impact que ça peut avoir sur le bilan? L'impact de troubles de la coordination, d'hypotonie et de maintien de fixation. Bonne question. Sincèrement, j'ai pas d'études là spécifiques en tête. Normalement, c'est pas la première chose impactée. Néanmoins, les troubles de la coordination sont partie des troubles neurodéveloppementaux et on a beaucoup de troubles associés dans le cadre de troubles neurodéveloppementaux, donc ça peut tout à fait être présent dans le cadre, voilà, en association de troubles. Après, est-ce que l'impact de la coordination est identifié sur la cognition sociale? Sincèrement, j'ai pas en tête. Ce qui est vraiment identifié sur la cognition sociale, c'est beaucoup plus l'exploration visuelle, ce que je vous ai cité. Là, pour le coup, il y a quand même beaucoup d'études là-dessus. Sur le plan cognitif, un petit peu théorie de l'esprit, etc. Mais coordination, hypotonie, on sait que, évidemment, en termes d'intégration sociale, ça va jouer, c'est évident, parce que d'autant plus que, surtout dans la petite enfance, l'intégration sociale, elle passe aussi beaucoup par la motricité, avec les jeux de foot, les jeux ballon, etc. Donc ça va jouer sur l'intégration. Après, est-ce que ça joue en termes de cognition? J'ai pas d'éléments dans ce sens-là. Parfait. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des questions et des réflexions de ce soir. Du coup, je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter, Clément et Fleur. Juste un complément, trouble de la fixation visuelle peut induire des a priori d'autisme non factuels. Évidemment, parce que la problématique de visuelle, et même au-delà de ça, les déficiences visuelles, tout ça, ça va évidemment entraîner des symptômes autistiques.
Bon, les troubles du contact visuel font partie des traits autistiques. Donc oui, ça peut entraîner des problématiques de cet ordre-là. Là, c'était vraiment en lien avec la cognition sociale directement. Mais oui, effectivement, il faut se poser la question quand on a un trouble au niveau visuel, est-ce que c'est de l'autisme, est-ce que c'est neurodéveloppemental, est-ce qu'il y a une autre cause, est-ce que c'est ophtalmo, est-ce que c'est neuro, est-ce que c'est... Voilà, il y a évidemment des pistes à explorer, je suis bien d'accord. Et du coup, est-ce qu'on va recevoir un PDF? Je sais pas, Elodie, moi ça me dérange pas du tout Alors, de transmettre. de le partager. Pas sûr. Du coup, on a enregistré la soirée, donc on va pouvoir mettre le replay à disposition sur le site de la plateforme d'expertise maladie rare de Bourgogne-Franche-Comté dans les jours à venir, si vous n'y voyez pas d'opposition. Et ben, je vous remercie beaucoup pour ces échanges et pour toutes ces informations. On est à peu près dans les temps. Je vous propose de se retrouver à l'automne pour une prochaine réunion patient-famille-soignant qui portera vraisemblablement sur l'activité physique adaptée dont Clément nous a un petit peu parlé tout à l'heure. On en parlera de façon plus approfondie. Et ben, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.